Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un géant de la sociologie, Pierre Bourdieu, et on va explorer une de ses idées les plus percutantes. L'idée que le langage, ce qu'on utilise tous les jours pour échanger, eh bien ce n'est pas juste un outil pour communiquer, non, pour Bourdieu, c'est bien plus que ça. C'est un véritable instrument de pouvoir, un mécanisme de domination sociale souvent invisible. Alors, voilà notre programme. On va commencer par l'idée d'héritage social. Ensuite, on plongera dans un concept absolument central chez Bourdieu, l'habitus. Après ça, on verra ce que parler veut vraiment dire et comment certains mots ont une sorte de magie. Et enfin, on ira chercher la source de ce pouvoir, ce qui se cache derrière les mots, l'institution. Allez, on commence. Et pour ça, on va partir d'une idée que tout le monde connaît, une sorte de croyance populaire sur la réussite, sur la façon dont on avance dans la vie. Voilà, quand on veut, on peut. On l'a tous entendu, peut-être même dite. L'idée est simple, la volonté suffit. Le succès, c'est une question de détermination personnelle. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Eh bien, pour Bourdieu, la réponse est un grand non. Pour lui, cette phrase, c'est une illusion totale. Pire, c'est une idée qui nous empêche de voir comment la société fonctionne vraiment. Ça masque des rouages bien plus complexes, bien plus puissants que notre petite volonté individuelle. En fait, ce que Bourdieu nous dit, c'est que la société a tendance à se reproduire. Les positions sociales se transmettent d'une génération à l'autre. Un fils d'agriculteur a de fortes chances de devenir agriculteur. La mobilité sociale, c'est l'exception, pas la règle. Et même notre volonté, nos désirs, ils sont conditionnés. On ne désire pas n'importe quoi, on désire ce que notre milieu nous a appris à considérer comme possible. Au final, la réussite, ça dépend beaucoup plus de notre capital de départ que de notre seule volonté. Et ce capital, Bourdieu le divise en trois. D'abord, le capital économique. Ça, c'est facile, c'est l'argent, le patrimoine. Ensuite, il y a le capital culturel, les diplômes, les connaissances, le fait de se sentir à l'aise dans un musée, tout ça. Et enfin, le capital social, autrement dit, le réseau, les contacts. C'est la combinaison de ces trois capitaux, hérités à la naissance, qui constituent notre véritable ligne de départ dans la vie. Bon, maintenant la question c'est, comment tout cet héritage s'inscrit en nous? Comment ça nous façonne? Et c'est là qu'arrive un concept absolument clé chez Bourdieu, l'habitus. Pensez-y comme une sorte de programme invisible, installé en nous par notre environnement social. L'habitus, c'est en quelque sorte notre seconde nature sociale. C'est un système de disposition, de réflexe. C'est l'ensemble des règles du jeu social qu'on a absorbé sans même y penser. Ça va guider nos goûts, notre façon de nous tenir, de parler, de penser. Et le plus fort, c'est que ça nous fait croire que notre place dans la société, eh bien, elle est naturelle, elle va de soi. Le truc génial avec l'habitus, c'est qu'on ne le voit quasiment jamais. Sauf quand il y a un choc, une rencontre avec un autre habitus. Imaginez la scène. Une personne habituée au palace qui se retrouve dans un petit snack de quartier. Le malaise, le décalage dans les codes. Ça, c'est le choc des habitus. Et c'est hyper visible avec le langage. Notre accent, nos mots, notre façon de faire des phrases. Pour nous, c'est juste normal. Mais pour quelqu'un d'un autre milieu, ça peut sembler étrange, ou distingué, ou populaire. Et ça nous amène pile au cœur de notre sujet, le langage. C'est un thème que Bourdieu a d'ailleurs décortillé dans un livre au titre très explicite, Ce que parler veut dire. L'idée de Bourdieu, elle est super puissante. Il nous dit qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche, on ne fait pas qu'une seule chose, mais deux. Il y a le contenu informationnel, c'est le message littéral, et puis il y a une deuxième couche, le contenu communicationnel. C'est tout ce que notre manière de parler dit de nous, notre classe sociale, notre éducation, notre origine. Mais ça va encore plus loin. Parce que parfois, parler, ce n'est pas juste décrire le monde. C'est agir sur le monde. C'est transformer la réalité. Bourdieu parle d'une sorte de magie du langage, et on va voir comment elle opère. Ce concept, les linguistes l'appellent un énoncé performatif. En gros, c'est quand dire, c'est faire. L'exemple le plus connu, c'est celui du maire à la fin d'une cérémonie. « Je vous déclare mariés et femmes ». La phrase ne décrit pas une situation, elle la crée. À l'instant où les mots sont dits, hop, la réalité a changé. C'est ça la magie. Sauf que cette magie, elle a des conditions très strictes. Il faut la bonne personne qui parle, ici le maire, il faut le bon public, un couple qui veut se marier, et il faut le bon contexte, la cérémonie à la mairie. Si votre meilleur ami crie ça au milieu d'un barbecue, ça ne marche pas évidemment. Donc, et c'est ça qui est crucial, le pouvoir n'est pas dans les mots, il est dans tout le système social qui leur donne leur poids. Alors, la question logique, c'est, si le pouvoir n'est pas dans les mots, d'où vient-il? Quelle est la source de cette autorité? Et la réponse de Bourdieu, elle est limpide. Le pouvoir des mots vient en réalité du pouvoir de la personne qui les prononce. L'autorité est dans le locuteur, pas dans le discours. Pensez à un prof particulièrement sévère. Dans sa classe, il a une autorité immense. Mais croisez-le au supermarché et ce n'est plus qu'un type normal.
Son pouvoir est resté à l'école, avec l'institution. En fait, l'autorité d'une personne n'est jamais vraiment la sienne. Elle est toujours déléguée par une entité plus grande. L'autorité du prof vient de l'université. Celle d'un lieutenant vient de l'armée. Un soldat n'obéit pas à l'homme, mais au grade. Le lieutenant obéit au colonel, qui obéit au général. C'est toute une chaîne de commandement où chaque maillon tire son pouvoir de l'institution qu'il représente. Mais alors, qu'est-ce qui fait tenir tout cet édifice? Une seule chose en fin de compte, le fait qu'on y croit collectivement. L'autorité doit être reconnue pour exister. Si personne ne reconnaît la légitimité d'une institution, son pouvoir disparaît, il s'évapore. Et bien sûr, les institutions font tout pour obtenir cette reconnaissance. Elles mettent en scène leur pouvoir à travers des rituels. Pensez-y, les plafonds immenses d'un tribunal qui nous font nous sentir tout petits, le décor solennel, le bureau massif derrière lequel un président s'exprime, les robes des juges, les uniformes militaires, tout ce théâtre a un seul but, nous impressionner et rendre l'autorité de l'institution indiscutable. Et on en arrive au point final qui est peut-être le plus troublant. C'est que nous ne sommes pas juste des spectateurs passifs de tout ça. Comme le dit Bourdieu, le langage d'autorité ne gouverne qu'avec la collaboration de ceux qui le gouvernent. C'est notre croyance, notre reconnaissance, qui donne son pouvoir à l'autorité. On participe activement à ce système. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si le pouvoir du langage repose en fin de compte sur notre propre consentement, sur notre soumission, ne sommes-nous pas d'une certaine manière co-responsables des structures de pouvoir qui nous gouvernent? C'est une idée qui,